Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Polestar et Stardot ont conclu une entente de partenariat stratégique. De nouveaux administrateurs sont élus à l'AVEC. Des bornes de recharge sur rue arrivent à Seattle. Le fabricant de voitures électriques investissent dans les usines de batteries. Couche-Tard et Circle K débutent l'installation de bornes de recharge rapide en Amérique. Le circuit électrique a une nouvelle tarification pour ses bornes L2. Une nouvelle chronique Tesla avec Laurent Gigon. De l'autre côté de l'Atlantique avec Cédric Ingrand. Et en grande entrevue, la compagnie Recharge nous propose une application pour trouver des bornes de recharge lorsqu'on réserve un hébergement. Et sur Recharge, on peut trouver des logements, des hôtels, des appartements de location qui proposent des services de recharge à destination. Tout ça et bien plus encore dans le 127e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau 2 semaines, que vous êtes prêts à avoir plein d'informations nouvelles sur les voitures électriques. Je tiens à souligner la bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs. En fait, je regarde la croissance phénoménale du podcast. Je suis moi-même par moments renversé de l'engouement que semble prendre Silence on roule. Il faut croire que ça répond à un besoin. Il y a beaucoup besoin d'informations. Et le podcast se veut à la fois une façon d'aller chercher de l'information de base pour les nouveaux, mais également pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, aller chercher plus d'informations, vous connaître les nouveautés. Donc, on essaie à la fois de ratisser le marché des nouveaux électromobilistes ou des futurs électromobilistes et celui des électromobilistes un peu plus aguerris. Alors, pour être capable de vous aider, on a différentes façons. Évidemment, on vous donne de l'information tout au long de l'émission. On vous permet également de poser vos propres questions. Je vous rappelle que si vous connectez le question.silenceonroule.com, vous arrivez à une page où vous pouvez laisser verbalement, donc vous pouvez vous enregistrer avec le micro de votre ordinateur, nous poser une question et on y répond le mieux possible en ligne lors de nos différents podcasts. Et aujourd'hui, je vous présente une question qui nous a été posée par M. Serge Desjardins. Alors, on l'écoute, la question à l'instant. Bonjour, mon nom est Serge Desjardins. Je suis propriétaire d'une Kona électrique 2021. J'ai vu que Tesla avait fait une mise à jour pour enlever les arrêts pour les fantômes. Donc, nous, on l'a encore. Est-ce que c'est possible de savoir si les compagnies vont faire une mise à jour sur les autres modèles? Parce que c'est tannant. Merci. Alors, M. Desjardins, j'essaie de bien comprendre votre question. Vous parlez des arrêts fantômes, ce qu'on appelle communément en anglais du ghost braking. Donc, c'est pour ceux qui connaissent un peu moins ça, c'est que les systèmes de pilotage semi-automatiques, que ce soit sur Tesla ou d'autres modèles, là, M. Desjardins parle du Kona ici, ont des systèmes avec des caméras ou des radars qui monitorent l'environnement et vont, lorsqu'ils sont en mode que ce soit le régulateur de vitesse adaptatif ou en tout cas des versions plus évoluées de régulateurs de vitesse comme la conduite semi-autonome ou le FSD de Tesla, ben, le véhicule prend des décisions en fonction des objets, chaque côté du véhicule, la vitesse, etc. Donc, et par moment, ben, détecte par exemple que le véhicule en avant de nous est en train de freiner brusquement. Il va appliquer les freins sans notre intervention là, sur notre véhicule pour permettre d'éviter un accident. Et parfois, à cause de différentes situations qui peuvent se produire, le véhicule interprète mal l'environnement et considère qu'il y a un danger imminent et applique les freins, parfois de façon assez cavalière. C'est ce qu'on appelle du ghost braking, donc un freinage fantôme, comme si le véhicule détecte
un objet qui n'existe pas. C'est évidemment désagréable, hein? On est projeté là, un peu dans le véhicule et puis le cœur nous débat. Tesla a fait des mises à jour, effectivement, logicielles pour corriger la situation ou améliorer, je devrais dire. On n'a pas réussi à complètement tout corriger, mais on améliore de plus en plus. Et la question de M. Desjardins, est-ce que Hyundai va faire la même chose avec le Kona? J'ai pris le temps de parler avec le responsable de la formation pour Hyundai qui nous a effectivement expliqué que ce genre de situation-là peut arriver, mais que de son côté, du moins du côté de Hyundai Canada, il n'y avait pas vraiment d'informations à savoir si une mise à jour logicielle était prévue pour améliorer cette situation. Situation que de leur propre chef, ils ne considéraient pas au moment où on se parle comme très problématique si on la compare à la situation, par exemple, qu'on vivait chez Tesla. Bon, plusieurs propriétaires de Kona pourraient en juger autrement. Mais pour l'instant, donc, M. Desjardins, Hyundai Canada ne semble pas aviser d'une mise à jour qui vise particulièrement l'amélioration de cette petite lacune au niveau logiciel là, dans les véhicules Hyundai, à tout de moins. J'espère que ça répond à votre question à court terme, même si la réponse vous fait probablement pas tellement plaisir. Je vous rappelle que nous sommes diffusés sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, Apple, Google, Spotify, etc. Et qu'une bonne façon de nous remercier si vous aimez le podcast, c'est d'être abonné à notre podcast via, par exemple, Apple ou Google. Et dans le cas d'Apple, si vous êtes abonné, ben vous pouvez nous coter, nous donner une petite note. Là, il y a 5 étoiles, il y a des petites étoiles. Donc, évidemment, si vous nous donnez 5 étoiles, ça nous aide à être plus haut dans la liste des podcasts. Et évidemment, ben, parlez de nous, faites-nous connaître auprès des gens de votre entourage qui se magasinent ou qui pensent acheter un véhicule électrique bientôt. Et puis, on espère qu'on pourra les aider comme, espérons-le, nous aurons pu vous aider au fil du temps. Alors aujourd'hui, un épisode avec beaucoup de contenu. Entre autres, dans quelques instants, on va parler d'une plateforme qui s'appelle Recharge qui permet d'identifier des lieux d'hébergement avec accès à proximité à des bornes de recharge. Donc, avec les vacances qui s'en viennent, c'est quelque chose d'intéressant à connaître. Donc, on vous invite à rester à l'écoute là, pour cette entrevue fort intéressante. On a également nos collaborateurs qui vont nous donner plein d'informations. Mais avant d'aller plus loin, écoutons tout de suite les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Le fabricant suédois de véhicules électriques Polestar et la start-up de batteries de véhicules électriques basée en Israël, StoreDot, ont annoncé avoir conclu un partenariat stratégique. Polestar, qui investira dans StoreDot, envisage l'utilisation de ses batteries à dominante de silicium à charge extrêmement rapide dans ses futurs modèles de Polestar. StoreDot est convaincu d'être sur la bonne voie pour produire en masse sa nouvelle technologie qui atteint une autonomie de 160 km en seulement 5 minutes de recharge. Le PDG de Polestar a déclaré que la recharge et l'anxiété liées à l'autonomie sont des préoccupations courantes qui empêchent les propriétaires de voitures à combustion de passer aux véhicules électriques. La technologie avancée par les batteries de StoreDot fournit potentiellement de vraies solutions à ces obstacles. Si notre projet pilote avec StoreDot réussit, nous pourrions voir ces solutions intégrées dans nos Polestar d'ici 2026. Lors de l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC qui s'est tenue le 7 mai dernier,
Il y a eu élection et 4 administrateurs ont été confirmés au sein du CA de l'AVEQ. Suite à un rappel qui avait été lancé au mois d'avril, 9 candidatures avaient été reçues et l'exécutif est très fier de présenter les nouveaux administrateurs, soit Frédéric Allard, qui est réélu pour 2 ans, Alain Fizet, Jean-Martin Deschênes ainsi que Sébastien Reich. Félicitations aux 4 administrateurs. Ils apportent tous à l'AVEQ une solide expertise complémentaire. Et dans les prochaines semaines, le conseil d'administration réorganisera, dis-je, le partage des responsabilités avec la nouvelle équipe d'administrateurs. Seattle va expérimenter les recharges de véhicules électriques en bordure de rue. Un programme géré par les services publics va installer des bornes de recharge sur demande, donnant aux propriétaires de véhicules électriques sans stationnement à la maison la capacité de se recharger. Repéré pour la première fois par le magazine Charges EV, le service public de la compagnie Seattle City Light propose d'installer sans frais des bornes de trottoir de niveau 2 exclusivement pour les résidents propriétaires. Les bornes de recharge seront détenues, exploitées et entretenues par la Seattle City Light. Alors que la demande pour les véhicules électriques ne cesse de croître, les manufacturiers automobiles et leurs fournisseurs s'efforcent d'augmenter leur capacité de production de batteries, de préférence à proximité de leur usine et marché automobile. Le groupe de recherche Benchmark Mineral Intelligence rapporte qu'il existe actuellement plus de 300 usines de batteries en phase de construction ou de planification dans le monde. Cela représente quelques 6 388 gigawattheures de capacité de production de batteries, soit une augmentation de 68 % par rapport au chiffre d'il y a seulement un an. L'Amérique du Nord et l'Europe s'activent pour rattraper la Chine et l'Amérique a ajouté 11 gigafactories à son pipeline depuis l'année dernière et la Chine en a ajouté 8. La création de co-entreprises entre les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries ont été les principaux moteurs de cette croissance. En effet, 14 des 23 gigafactories nord-américaines sont entièrement ou conjointement détenues par des constructeurs automobiles. Déjà le premier fournisseur public de recharge de véhicules électriques en Norvège parmi les détaillants de carburant, le géant québécois des dépanneurs, Couche-Tard, annonce qu'il offrira des recharges dans 200 emplacements Circle K et Couche-Tard au Canada et aux États-Unis d'ici 2024. L'entreprise québécoise, qui installe plus de 1000 bornes de recharge rapide sur plus de 240 sites à travers l'Europe, a choisi d'activer son premier site nord-américain de bornes rapides en Caroline du Sud dans un nouveau magasin prototype Circle K. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le dépanneur de Rock Hill avait été sélectionné parce qu'il est situé le long d'un couloir de banlieue à croissance rapide de la région métropolitaine où le trafic des véhicules électriques devrait rapidement augmenter. Le nouveau site a été conçu pour répondre aux besoins des clients, valider l'utilisation des chauffeurs et évaluer l'impact sur le trafic en magasin. Couche-Tard, l'un des plus grands exploitants de dépanneurs indépendants aux États-Unis avec près de 2800 sites qui vendent du carburant. Et dans le monde, l'entreprise compte plus de 14 000 dépanneurs et stations-service dans 26 pays et territoires, la grande majorité sous la bannière Circle K, incluant le Canada, la Scandinavie, les Pays-Baltes, l'Irlande ainsi que la Pologne et Hong Kong. Le circuit électrique offre à ses partenaires une nouvelle grille de tarification pour ses bornes niveau 2. Afin d'assurer la pérennité du réseau de recharge public et d'être en mesure d'offrir de plus en plus de bornes, le circuit électrique doit répondre aux besoins de ses partenaires qui sont propriétaires des bornes niveau 2. Pour ce faire, le circuit électrique a revisé ses grilles tarifaires pour offrir plus de flexibilité. L'entrée en vigueur des nouveaux tarifs s'est fait à compter du 1er juin. Et en gros, pour la tarification horaire, les partenaires sont habilités à pouvoir mettre la tarification de leurs bornes de 0 $ à 3 $ de l'heure avec une revision biannuelle. La chronique Tesla est une présentation de la boutique Réserve Bière et Saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique Réserve, 1001 rue Patrick Farrar à Chambly. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. L'entreprise italienne Hydra, qui fabrique la Gigapress de 9000 tonnes, a commencé à assembler son produit et organise des journées portes ouvertes pour présenter sa machine de 25 pieds de haut, capable de mouler la quasi-totalité d'un châssis de véhicule en un seul morceau. Le client sera Tesla et Elon Musk vient de confirmer qu'elle sera livrée à la Giga Texas pour prendre part à la fabrication des Cybertruck.
En janvier dernier, Elon Musk avait précisé, je cite, « Avec nos machines de moulage géantes, nous essayons littéralement de fabriquer des voitures grandeur nature de la même manière que des voitures miniatures. » Fin de citation. Le groupe Hydra est basé à Travagliato dans la région italienne de Lombardie. Le groupe de réflexion InfluenceMap a publié une étude dans laquelle il compare les engagements des fabricants automobiles par rapport aux objectifs de lutte au changement climatique. Il dresse plusieurs graphiques où toutes les marques automobiles sont représentées. Alors on constate sans surprise que Tesla est de loin en fait celle qui obtient le plus haut score, alors que les marques japonaises comme Honda ou Toyota sont très loin derrière tout le monde. Vous retrouverez cette référence sur mon compte Twitter ToutTesla. Vente de véhicules électriques aux USA au premier trimestre 2022, Tesla se taille la part du lion avec 113 882 véhicules vendus sur 142 881 véhicules électriques au total, soit 80% de part de marché des véhicules électriques aux États-Unis, donc au premier trimestre 2022. Comme à chaque année, Tesla a publié son rapport annuel sur les rapports d'impact et cette année, on apprend que les panneaux solaires de Tesla ont produit plus d'énergie que celle consommée par toutes les usines Tesla et véhicules additionnés de la marque entre 2012 et 2021. Donc plus d'énergie ont été produites par les panneaux solaires que l'ensemble des usines et véhicules Tesla ont consommé. Les véhicules Tesla calculent l'autonomie disponible en fonction du calibrage qui est fait pour chacun des véhicules, donc de la consommation nominale, à laquelle il ajoute des composantes comme le chauffage, l'utilisation du chauffage, la climatisation, la topographie. Alors jusqu'à maintenant, c'était à peu près comme ça qu'il allait calculer en fait l'autonomie disponible. Contrairement à certains véhicules électriques d'autres marques qui, eux, tiennent compte plus du type de conduite, bien les véhicules Tesla, eux, ne tiennent pas compte de votre type de conduite. Ils réajustent au fur et à mesure en fonction des valeurs nominales et puis de l'impact que peut avoir le chauffage et la climatisation ainsi que finalement le relief de la route, de l'itinéraire que vous allez parcourir. Alors avec une nouvelle mise à jour, Tesla a annoncé que le système de navigation va maintenant tenir compte de la composante de vent de face, de l'humidité, de la température dans le calcul du pourcentage de charge à l'arrivée, ce qui va donc rajouter en fait beaucoup plus de précision quand on évalue en fait l'autonomie disponible pour un parcours précis. Alors, j'étais curieux de savoir si les propriétaires de Tesla actuels étaient satisfaits de leur modèle de voiture. Donc, je leur ai posé deux questions. La première, c'est quelle sera votre prochaine auto? Donc, sous-entendu, vous possédez déjà une Tesla et quelle sera votre prochaine auto? Alors, à cette question-là, il y a eu 41 personnes qui ont répondu modèle Y, 32 Cybertruck, 26 modèle 3, 6 qui ont répondu modèle S et 12 seulement qui ont répondu autre que Tesla. Et dans les commentaires, on s'aperçoit que souvent le choix d'aller vers une autre marque Tesla est pour l'instant conditionné par le prix de vente et l'augmentation des prix, les augmentations successives et récentes des prix des modèles 3, essentiellement les modèles Y, font que certaines personnes vont se tourner vers d'autres marques comme Polestar par exemple, mais il en reste que l'immense majorité d'entre vous, en fait, je parle de propriétaires Tesla, veulent rester avec la marque, ce qui est quand même assez encourageant. D'autre part, la deuxième question, le taux de satisfaction, c'est relié évidemment à la première question. J'ai eu 37 personnes qui ont voté 5 sur 5, 20 personnes 4 sur 5 et un vote 3 sur 5. Aucun autre vote, donc écrasante majorité de gens qui considèrent en fait être plutôt très satisfaits de leur Tesla. Donc encore des chiffres et des statistiques qui sont très encourageantes pour la marque. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye! Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout.
Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, nous discutons avec Guillaume Bernard, qui est directeur fondateur de Recharge. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour Martin. Je voulais qu'on prenne vraiment du temps aujourd'hui pour parler de Recharge parce que c'est un concept que je trouve vraiment fort intéressant. Donc, d'entrée de jeu, pour que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle aujourd'hui, peut-être nous présenter un peu ce qu'est, dans les grandes lignes, là, Recharge. Tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, le concept de Recharge, c'est qu'on a voulu créer une plateforme de voyage pour les véhicules électriques. On s'est aperçu, en tant qu'utilisateur de véhicules électriques depuis des années, qu'il était très difficile à chaque fois de planifier un voyage de A à Z. Et pour ça, les utilisateurs ont besoin de beaucoup d'informations. C'est beaucoup plus compliqué qu'avec un véhicule normal, quoi qu'on en dise, pour à la fois trouver des bornes de recharge sur le chemin, pour planifier l'itinéraire, pour accéder à ces bornes, vérifier si elles sont fonctionnelles, si elles offrent le service qu'on demande, payer à ces bornes, et également, quand on arrive à destination, il faut aussi trouver un endroit pour pouvoir recharger son véhicule, sachant que la plupart des services proposent simplement de calculer un itinéraire jusqu'à destination, mais n'offrent pas de service. Et notre idée à Recharge, c'était pourquoi devoir forcer les utilisateurs à utiliser tous ces différents applications et services en parallèle, à comparer les informations pour pouvoir faire un itinéraire et voyager avec leur véhicule électrique. Pourquoi ne pas prendre toutes ces informations-là et les mettre sur une seule interface pour simplifier la vie de tout le monde? Okay. Et c'est un peu comme ça que le concept de Recharge est né. Donc, Guillaume, si j'essaie de synthétiser l'information que tu nous donnes, c'est donc, par exemple, si je pars de Montréal, puis je m'en vais passer le week-end dans la région de Québec, par exemple, ben, je dois utiliser une application sur mon téléphone, que ce soit hotel.com ou peu importe. J'utilise une application avec laquelle je vais réserver une chambre. Je vais également utiliser une application pour planifier ma route pour me rendre à destination. Je vais utiliser une application qui va me montrer où sont les bornes de recharge sur mon trajet et ou à destination. Et là, Recharge intègre toutes ces fonctionnalités-là à l'intérieur de la même application. C'est bien ça? Exactement. En fait, on s'est concentré pour l'instant, sur la dernière partie, c'est-à-dire la destination, parce qu'aucune autre application ou plateforme ne propose de service. Et sur Recharge, on peut trouver des logements, des hôtels, des appartements de location qui proposent des services de recharge à destination. Soit directement l'appartement, soit l'infrastructure de recharge publique à proximité. Ce qui permet en fait de simplement regarder là où on veut aller, de trouver l'hôtel dont on a besoin et de réserver directement sur notre plateforme. Nous, on fournit toutes les informations sur la recharge à cet endroit-là. Donc, le cas typique là, qu'on vit souvent ici, puis on peut le constater sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou ailleurs, les gens disent, bon, dans un mois, je m'en vais dans telle région. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé dans ce coin-là, qui peut me suggérer un hôtel où il y a des bornes de recharge? Je ne sais pas quel hôtel réserver. Je ne suis pas trop certain qu'il y a des bornes. Donc, c'est exactement ce besoin-là que vous répondez, c'est-à-dire qu'on vous suggère un endroit où vous allez pouvoir réserver un hébergement, mais pour lequel on s'assure qu'il y a de la recharge dans le stationnement de l'hôtel, par exemple, ou sur les rues adjacentes, donc à proximité là, de marche de notre chambre d'hôtel. C'est bien ça? Tout à fait. En fait, les réseaux de recharge publique, et en particulier les réseaux rapides, sont quand même assez bien référencés, souvent par les opérateurs de ces réseaux. Donc, il est assez facile de trouver des informations sur cette recharge en chemin. Mais à destination, on s'est aperçu que
Rarement on trouvait des informations précises et fiables, ce qui est vraiment intéressant et critique pour les gens avec un véhicule électrique, sur quel type de borne on va trouver à l'hôtel. Souvent, il était simplement marqué borne de recharge, mais il y a une différence énorme entre simplement avoir éventuellement une prise secteur qui permet de recharger en 48 heures et 10 bornes de recharge qui permettent de recharger confortablement quasiment tous les utilisateurs de l'hôtel. Et c'est cette information-là qu'on fournit aux utilisateurs. Okay. Puis c'est pas toujours... puis je vais parler pour ici parce que, évidemment, Guillaume, les gens l'auront sûrement constaté, mais tu demeures en Europe, et puis nous, ici, on est en Amérique. Il y a quand même parfois quelques petites nuances dans les façons ou les coutumes là, de référencement de ces bornes-là. Mais ici, à tout le moins, parfois, on va voir que dans un stationnement, soit de l'hôtel ou à proximité, il y a des bornes, mais l'information n'est pas claire à savoir le nombre. Est-ce qu'elles sont réservées aux clients de l'hôtel ou non? Parfois, il n'y en a pas dans l'hôtel où on réserve, mais il y en a dans un stationnement souterrain de l'autre côté de la rue. Est-ce que c'est un stationnement qui est payant? Est-ce qu'on doit, si c'est un stationnement d'un autre hôtel, est-ce qu'on doit absolument être client de l'autre hôtel pour accéder aux bornes de recharge? Est-ce qu'elles sont payantes? Si oui, à quel tarif? Est-ce qu'elles sont disponibles? Parfois, les bornes sont physiquement sur place, mais sont inaccessibles pour quelconque raison. Donc, ça fait partie de la pléiade d'informations qui nous rendent un peu parfois là, craintifs quand vient le temps de quitter, n'étant pas trop assurés, en fin de compte, d'avoir accès à une borne de recharge à destination. J'ajouterais même, avec l'avènement des véhicules à plus grande autonomie, et on le vit beaucoup ici, là, nous, au Québec, dans la région de Montréal, ben, les gens vont voyager pour aller à Québec ou aller à Trois-Rivières ou aller à Sherbrooke, donc des grosses villes à proximité, mais qui se font toutes à distance sans aucune recharge de transit. Donc, les gens vont partir avec une voiture pleine, puis n'arrêteront pas de se charger en chemin. Ils vont plutôt préférer se charger à destination pendant la nuit. Donc, la borne de recharge rapide de transit ne sera pas utilisée dans ce contexte-là, mais on va plutôt compter sur une borne de destination, une borne niveau 2. Encore faut-il être certain d'en avoir une et qu'elle soit disponible. Ma prochaine question, peut-être, qui me vient à l'esprit... quelqu'un, par exemple, qui décide d'aller dans un hôtel, donc, et qui constate, qui se fait suggérer par votre application un hôtel en particulier qui aurait, je dis n'importe quoi, 8 bornes de recharge. Il n'y a tout de même aucune garantie qu'une fois rendu à destination, quand on aura réservé notre chambre d'hôtel pour dans 2 semaines, qu'au moment où on va arriver à l'hôtel, une de ces bornes-là soit disponible. C'est-à-dire que est-ce que ça inclut une réservation de la borne ou uniquement une information qu'il y a une borne disponible à destination? C'est une très bonne question et elle revient assez souvent parce que les gens ont vraiment besoin d'être rassurés sur ce point-là. Actuellement, à chaque fois que quelqu'un réserve sur notre plateforme, on informe l'hôtel en avance qu'une personne va avoir besoin d'une borne de recharge de destination. Et les hôtels s'arrangent justement en fonction des types de parking disponibles pour orienter les autres clients vers d'autres types de parking et réserver ces bornes. Ça, c'est la première étape qu'on fait et ça marche à 99% du temps, sachant que même dans les cas extrêmes, on a déjà vu des gestionnaires d'hôtels au milieu de la nuit échanger les prises pour que tout le monde soit content, mais ils se plient en 4 et ça, c'est assez beau à voir. Mais ça, c'est actuellement. Une des raisons, c'est qu'on ne maîtrise pas vraiment le système de réservation des bornes des différents hôtels. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, en particulier en France, avec un fournisseur de bornes de recharge pour hôtel, qui nous permet de garantir qu'une borne va être réservée et uniquement disponible pour la personne qui a réservé cette place, avec un prépaiement, etc. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et qu'on va déployer en premier temps en France et rapidement dans d'autres pays, au fur et à mesure qu'on va trouver des opérateurs qui fournissent cette fonction sur les bornes de recharge. Ah ben c'est très intéressant parce que, comme je disais précédemment, souvent, on peut avoir la certitude qu'il y a des bornes à destination qui sont là, qui sont fonctionnelles, mais on n'a jamais la certitude qu'elles seront disponibles. Et évidemment, ça va varier beaucoup en fonction de la période de l'année, de l'heure, etc. Mais avec la
l'arrivée croissante et ce, très rapidement. Puis au Québec, tout comme en Europe, là, la croissance est très grande dans les véhicules électriques. Les 5 bornes qui étaient amplement suffisantes il y a une année ou deux à peine sont maintenant, dans certains cas, vraiment insuffisantes par rapport à la demande de recharge. Puis ça fait partie des critères que les gens regardent maintenant quand vient le temps de se choisir un hôtel. Ils vont vraiment faire le choix parce que l'infrastructure de recharge sera disponible. Est-ce que vous donnez également la possibilité à quelqu'un qui, par exemple, se choisit un hôtel dans une zone, mais qui, à destination ou peut-être pas à distance de marche, mais pas très loin, donc à quelques kilomètres de son hôtel, prévoit, par exemple, aller dîner, pourrait, par exemple, avoir l'information que là où il veut aller dîner dans sa ville de destination, il pourrait se recharger plutôt qu'à l'hôtel où c'est uniquement limité à une distance du point pour l'hébergement qui est l'hôtel comme tel. Donc pour l'instant, en fait, on se concentre vraiment sur l'hébergement et avec tous les bornes de recharge à proximité, même à plusieurs kilomètres, donc les gens peuvent choisir ça. Mais rapidement, en fait, on va rajouter d'autres fonctionnalités pour pas simplement trouver, ce qu'on appelle, on fournit la recharge à destination, c'est-à-dire pas seulement là où dormir, mais au fur et à mesure, on va rajouter là où manger, là où faire ses courses, là où il y a différents types d'activités. Le but étant que les gens cherchent une activité ou un lieu, et nous, on fournit les informations sur la recharge qui vient derrière. D'accord. Pour pouvoir mieux programmer comment ils se déplacent. Une question qui me vient à l'esprit, que peut-être certains de nos auditeurs auront également, c'est de quelle façon vous vous y prenez pour populer l'information dans votre application. C'est-à-dire que l'hôtel machin dans telle ville a 5 bornes de recharge de tel type et puis tout ça. Est-ce que vous devez faire des validations avec les hôteliers ou vous référencez à même des bases de données qui contiennent des informations qui sont publiques? C'est un peu ça le secret en fait de la plateforme, et la partie la plus difficile, ça va être de référencer ces bornes. Et pour ça, on a plusieurs sources. La première, c'est il y a des bases de données publiques de bornes de recharge qui sont relativement fiables parce qu'elles ont été croisées et vérifiées par les utilisateurs. C'est notre première source. La deuxième, on travaille directement avec les hôteliers qui vont nous fournir les types de bornes, et souvent dans les chaînes d'hôtels, ils vont nous fournir tous leurs établissements qui possèdent ce type de bornes. Mais parfois, il y a des limitations parce que les hôteliers ne connaissent pas vraiment la technologie des bornes. Ils savent qu'ils en ont, mais ils ne peuvent pas nous donner la puissance ou le type de connecteur, parce que c'est vraiment en dehors de leur métier initial. C'est pour ça qu'on a commencé à se rapprocher également auprès des opérateurs et des installateurs de bornes qui, eux, connaissent vraiment le sujet et qui nous permettent également de nous connecter directement sur ces bornes pour avoir l'information la plus à jour possible. D'accord. Et un dernier point, c'est qu'on reçoit aussi les avis de nos utilisateurs quand une borne a un souci, etc. Et c'est avec cette information-là qu'on peut mettre à jour assez rapidement en fait l'information sur les bornes. Et c'est quelque chose qu'on veut développer plus dans le futur. Est-ce que c'est une fonctionnalité de l'application, donc une fonctionnalité de feedback de la part du client, ou ils doivent vous écrire par moyen traditionnel? Pour l'instant, c'est des gens qui nous écrivent, mais dans le futur, on aimerait bien avoir directement un service sur notre site mobile ou l'application pour que les gens puissent vraiment interagir et un intérêt à nous fournir cette information, à partager tout ça dans une communauté. D'accord. Est-ce que dans votre calepin de travail, vous avez des développements futurs ou des fonctionnalités futures dont on n'a pas parlé que vous aimeriez intégrer à votre application Recharge? Tout à fait, en fait. Donc, comme j'évoquais juste avant, là, on s'est concentré sur l'hôtellerie et rapidement, en fait, on va fournir différents types de destinations, parking, bornes de recharge tout simplement, ou restaurants. Mais on va également fournir l'accès et le paiement à ces bornes de recharge. Donc je sais que en Amérique du Nord ou au Québec en particulier, le système de roaming est assez bien fait et permet, avec un minimum de cartes et d'accéder à quasiment tous les réseaux de recharge,
Mais en Europe, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que quasiment chaque ville a son propre réseau qui a été développé. Chaque marque de supermarché ou autre a un différent réseau. Et si on rajoute également toutes les bornes privées ou semi-privées, il est parfois extrêmement difficile d'accéder à ces bornes où il faut parfois un badge RFID propriétaire, etc. Donc il y a vraiment un besoin pour les gens d'uniformiser ça, en particulier quand ils changent, quand un utilisateur allemand va en Italie en passant par l'Autriche. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille pour pouvoir vraiment fournir cette application universelle et ce qu'on appelle une plateforme de voyage qui permettent de répondre à tous les cas d'usage d'un utilisateur de véhicule électrique. Tantôt, on a abordé rapidement le sujet, mais je veux être certain que nos auditeurs ont bien compris. Donc, à partir de votre plateforme, non seulement on peut trouver les hôtels qui nous intéressent, mais on réserve. Donc, il y a la transaction financière pour faire un paiement pour l'hôtel, pour notre chambre d'hôtel, se fait via votre site, c'est bien ça? Tout à fait. Les gens peuvent réserver directement sur notre site. Et c'est une des raisons. Ça nous permet de mieux... on ne redirige pas les utilisateurs vers d'autres plateformes comme Booking ou autres. C'est vraiment nous qui prenons cette réservation et qui nous permet d'être en contact directement avec les hôteliers et de résoudre tous les problèmes plus rapidement que si on devait rediriger vers un autre partenaire. Okay. Écoutez, comme dernière question, puis évidemment, on comprend que le développement donc de cette application-là, puis des hôtels et des suggestions qui se font, vous êtes en Europe, donc vous avez développé le marché de l'Europe. J'imagine que vous avez aussi développé le marché du Québec. Hein? En fait, je le sais, vous avez développé le marché du Québec. C'est pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui. Parlez-nous donc de... si j'utilise votre plateforme demain matin, je peux l'utiliser pour me réserver des hôtels avec borne de recharge dans combien de pays et au Québec, dans quelle région c'est fonctionnel? Là? D'accord. Eh bien, on est déjà disponible dans 42 pays dans le monde, donc principalement dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord, mais également en Océanie, donc Nouvelle-Zélande, Australie. Et en particulier pour le Canada et le Québec, toutes les provinces sont couvertes, avec éventuellement des disparités d'une région à l'autre pour à quelle fréquence vous allez trouver des bornes. Mais il est tout à fait possible pour quelqu'un de faire un voyage de Montréal à Miami et de revenir en utilisant notre service. Excellent. Écoutez, je m'en voudrais de conclure cette entrevue sans mentionner que tous nos auditeurs qui ont la clairvoyance d'être membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec pourront retrouver dans leur espace membre, là, dans la section pour les codes promotionnels, un code promotionnel qui leur permet d'utiliser vos services en obtenant un rabais sur leur première réservation d'hôtel via la plateforme Recharge. Donc, une bonne nouvelle pour tous les membres de l'AVEC là, qui ont cet avantage-là en tant que membre parmi plein d'autres avantages. Ben, écoutez, Guillaume Bernard, qui est le directeur fondateur de la plateforme Recharge, merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
de l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Retrouvons de son côté de l'Atlantique notre ami et collaborateur, le célèbre, l'unique Cédric Ingrand. Bonjour Cédric. Quelle introduction. Bonjour Martin. Écoute Cédric, aujourd'hui, tu nous joues la carte de la nostalgie. Tu nous apportes un sujet fort intéressant qui est justement le fait que certains constructeurs automobiles tablent sur cet aspect de la nostalgie pour nous ramener certains véhicules mythiques sur la sellette en utilisant des versions électriques. Parle-nous donc un peu de ça. Ben oui, et d'ailleurs, ils ont raison, et les chiffres le prouvent. En fait, je suis parti juste d'un chiffre, c'est que sur tout le marché européen, en avril, la voiture électrique la plus vendue, c'est la Fiat 500e, donc la petite Fiat 500 électrique, alors qui, elle, n'est pas un retour... Alors si, c'est de toute façon un retour vers le passé, mais c'est un passé récent. Elle n'est jamais vraiment morte, la Fiat 500. Alors, elle s'est bien vendue, mais c'est vrai qu'on est sur un marché automobile complètement déprimé, il faut le dire, où l'électrique arrive quand même à pousser ses pions, les hybrides rechargeables également. Et puis, c'est au hasard des livraisons des voitures de ses concurrents, chez Volkswagen, chez Tesla et les autres, mais voilà, la Fiat 500 arrive en tête du classement des voitures électriques immatriculées sur mon vieux continent à moi pour le mois d'avril. Et du coup, je regardais et je me suis aperçu que l'essentiel des actualités que je vois tomber dans mon flux d'actualités sur Internet concerne ce qu'on pourrait appeler des vieilleries. Alors, il y a des choses qui sont officielles, d'autres qui sont pas officielles, il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses dont on aimerait bien qu'elles ressortent. Il y a un studio de design, je crois, suédois, qui a essayé de réimaginer à quoi ressemblerait la fameuse 2 chevaux Citroën si elle ressortait aujourd'hui comme un véhicule électrique. Évidemment, là, t'as pas l'image, mais imagine juste, tu te souviens évidemment, la Beetle de Volkswagen, que la New Beetle, c'est pareil. Imagine, voilà, t'avais l'ancienne 2 chevaux, la nouvelle 2 chevaux. C'est à peu près le même redesign, toujours très rond, beaucoup plus luxueux, parce qu'on oublie que la 2 chevaux, c'était quand même une voiture d'entrée de gamme, c'était vraiment la voiture de monsieur et madame tout le monde dans les années 50 et 60 en France. Mais ça a de l'avenir. Ça, c'est juste pour essayer de donner des idées à Stellantis, qui détient Peugeot, Citroën et les autres. Mais il se passe des choses du côté de vraies marques, j'ai envie de dire. Alfa Romeo, par exemple, qui était une marque qui était quand même, disons-le, plutôt en perte de vitesse depuis pas mal de temps, mais qui était une marque mythique dans les années 70, 80, qui sortait des voitures toujours un peu sportives. L'Alfa Romeo, c'est la voiture qu'on achetait quand on n'avait pas les moyens de s'acheter une Ferrari, disons-le. Mais elles étaient rouges, elles faisaient beaucoup de bruit, elles allaient vite, c'était rigolo. Et voilà, ils vont sortir une voiture qui s'appelle le Duetto Spider, qui est un petit roadster 2 places électrique, évidemment, qui devrait sortir, si mes souvenirs sont bons, l'année prochaine. On a déjà quelques idées sur les capacités de batterie qui iront quand même de 87 à 104 kWh, c'est beaucoup. Et alors des moteurs, pour l'instant j'attends de voir parce qu'ils n'ont pas l'air extrêmement puissants, entre 170 et 245 chevaux, c'est bien, mais pour une électrique on a déjà vu forcément beaucoup mieux. On ne sait pas s'il y aura des versions 2 et 4 roues motrices, mais voilà, un petit roadster électrique pour partir le samedi dimanche. En décapotable. Avec ta blonde en décapotable, forcément, ça peut parler. Moi qui suis limitrophe de l'Italie et qui vais y aller cet été, voilà, ça fait réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi à certains constructeurs de relancer des marques entières. Et là, je pense à une autre marque italienne, elle aussi emblématique des années 60, 70, 80, c'est Lancia. Lancia qui avait un modèle star, enfin en tout cas pour moi, parce que c'était ma prime jeunesse, qui était la Lancia Delta, qui était cette berline sportive remarquable. Bon, depuis, Lancia n'est plus ce qu'il était. Il reste, je crois, un modèle qui est la Lancia Y, qui est une citadine pas très intéressante, disons-le. Mais le rapprochement entre Fiat, à qui appartenait Lancia, et PSA, pour ce qui a donné naissance à Stellantis, on a d'abord cru que c'était la fin de Lancia, parce qu'à un moment, il faut rationaliser le portefeuille de marque. Eh ben non. Lancia sera pas juste préservé, mais pourrait bien se relancer complètement sous justement la bannière de l'électrification, ce qui est assez intelligent avec justement la renaissance de la Lancia Delta. On n'a pas encore de date précise, on dit 2024, voilà. Ce sera pas une très grosse voiture, elle fera un peu plus de 4 mètres, mais ce sera une chouette sportive. Mais il y a d'autres... non, la Delta c'est pour 2028. En 2024 et 2026, ils vont lancer
ces 2 autres modèles qui seront d'abord probablement la version électrique de l'Ypsilon, et puis on espère des choses un peu plus rigolotes après, mais moi j'aimerais bien voir ressortir, enfin il y a plein de choses, tout ce que les Italiens ont produit comme petits coupés sportifs, comme petits roadsters, comme décapotables, tout ça, on a très envie, tout comme moi je suis toujours très étonné, alors là on s'éloigne largement de l'Italie, de pas voir sortir la MX-5, tu sais, la Miata de Mazda en électrique, ce serait une parfaite voiture, moi c'est une voiture qui me faisait rêver quand j'étais jeune, mais évidemment elle n'était que thermique, mais ça en électrique ce serait un rêve. Et alors c'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir cette histoire de marque. On a des grandes alliances qui ont évidemment un large portefeuille de marques. Et on s'aperçoit que là, chez Stellantis, c'est l'occasion de refaire naître, disons-le, Lancia. Du côté d'une autre alliance qu'on connaît bien ici, Renault-Nissan, il se passe autre chose. Ça, c'est nos camarades je crois que c'est Reuters qui a levé un lièvre, comme on dit chez nous, en voyant que Luca De Meo, qui est le patron de Renault, est parti voir ses homologues de Nissan au Japon. Bon, jusque-là, rien que de très normal. Mais en fait, apparemment, il était parti participer à une réunion du conseil d'exploitation de l'Alliance et à l'Assemblée générale de Nissan, mais il avait un autre but en tête. Il serait en train de négocier avec Nissan le lancement d'une nouvelle marque de voitures et d'un nouveau constructeur qui, lui, serait 100% électrique, qui ne ferait que des véhicules électriques. Alors, on n'a aucune idée des modèles, de quoi que ce soit, mais on a l'impression d'être en train d'assister à une sorte de mouvement chez les constructeurs. Je crois que Ford fait à peu près la même chose avec, comment ça s'appelle ? Il y a une entité, Scout. Non, c'est Volkswagen, pardon, qui va faire renaître Scout de votre côté de l'Atlantique à vous. Ford aussi va avoir une entité spécifique pour les véhicules propres. Et je me dis, mais à quoi ça sert ? Pourquoi se priver des marques qui détiennent déjà ? Je pense qu'il y a une question stratégique derrière tout ça, c'est-à-dire que pour ces constructeurs qui savent que toutes leurs divisions qui font du thermique vont souffrir, je veux dire industriellement, commercialement, sous l'effet des nouvelles des contraintes climatiques et du reste, c'est peut-être plus simple de créer de fait de nouvelles filiales qui ne vont faire que des véhicules qui eux vont se vendre. D'ailleurs la nouvelle filiale de Renault-Nissan pourrait être cotée en bourse dès son éclosion, ce qui est quand même un signe. Ça nous dit rien de bon quand même sur l'avenir court et moyen terme de l'industrie automobile traditionnelle, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même voir apparaître pas mal de nouvelles marques et pas mal de nouveaux véhicules dont on espère qu'ils seront intéressants. Dans tes modèles nostalgiques, on en avait parlé il y a quelques chroniques déjà, mais on a pu voir, du moins ici, dans des photos, la DeLorean, qui maintenant est disponible disponible, enfin, on a pu la voir en vrai. Oui, on l'a vu en photo. Qu'est-ce que tu as pensé de la DeLorean version électrique? Il y a quand même une déception, c'est que qu'est-ce qui caractérise la DeLorean ? Il y a 2 choses. Il y a sa carrosserie en inox. Et puis il y a les gull-wing doors, tu vois, les portes qui s'ouvrent comme des ailes d'albatros là. Et ça c'est fini. Alors, c'est un peu dommage d'avoir... Bon, elle est chouette, hein, non, elle est très belle, le design est très joli, mais ça manque, même si on le sait, et d'ailleurs c'est un peu la même chose chez Tesla avec la Model X, ces portes sont quand même absolument remarquables, mais c'est aussi un énorme point de fragilité, de problèmes, de maintenance, de moteurs qui marchent plus. J'ai vu une vidéo la semaine dernière, mais je pense qu'elle est pas récente. Je crois que ça a l'air de se passer à Londres, d'un propriétaire de Model X qui part alors qu'il n'a pas vu que sa porte arrière droite est encore ouverte. Et la porte, l'aile, donc ouverte, heurte un bus, un double-decker londonien tout rouge. Et là, on se dit, la note de réparation de ça c'est une erreur qui coûte des milliers et des milliers d'euros, de livres, de dollars, enfin peu importe, mais c'est quand même des erreurs un peu chères. Donc la DeLorean, ouais, évidemment, elle fait envie, mais j'ai une petite déception. En même temps, tu vois, ça me simplifie la vie. Ça veut dire que j'ai pas besoin de me demander, mais elle coûte combien, elle sort quand, est-ce que je peux me... Non, voilà. Je vais attendre que Alfa Romeo, par exemple, sorte son petit Veto Spider pour me demander s'il est trop cher.
Cédric Ingrand, ce fut un grand plaisir encore une fois de t'avoir et je rappelle à nos auditeurs qui sont intéressés par la voiture électrique qui peuvent également s'abonner à ton podcast qui s'appelle Les Doigts dans la prise. Les Doigts dans la prise, qui a la grande chance d'être le podcast numéro 1 des loisirs automobiles en France en tout cas, et si on en croit le classement d'Apple Podcast, et quand je dis qu'il est premier les bonnes semaines, en gros quand je sors un nouvel épisode. Faut prendre les choses quand elles passent. Exactement, tout est bon à prendre. Merci Martin. Merci, bonne semaine. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que je serais mieux de ne pas utiliser mon air climatisé pour optimiser l'autonomie de mon véhicule? Eh bien, sachez qu'effectivement, l'air climatisé de votre véhicule va avoir un impact sur l'autonomie parce que ce dernier fonctionne avec l'énergie qui provient de la batterie. Cependant, le climatiseur de votre véhicule est bien moins énergivore que le chauffage par grand froid, par exemple, lors de l'hiver. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser l'air climatisé, d'autant plus que les véhicules ont maintenant des autonomies fort appréciables de 250, 350, voire presque 500 km d'autonomie. Alors, c'est pas l'air climatisé qui va vous empêcher d'atteindre votre destination. On entendait également des suggestions de rouler avec les fenêtres baissées parce que ça était pour économiser l'énergie. Les fenêtres baissées, généralement, on a moins d'aérodynamisme sur le véhicule. Vous avez un air climatisé, gâtez-vous, profitez-en, fermez les fenêtres et mettez ça à la température voulue. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydrauliques. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le premier événement est l'exposition Roulon électrique de Saint-Sauveur le 4 juin. C'est au 205 rue Principale. Il y aura kiosque d'information essais routiers et des conférences à 11h et 13h. Une présentation de Roulon électrique. Toute l'information est sur le site web de l'AVEC. Dimanche le 5 juin de 10h à 16h, c'est la 7e salon écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est à l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade au 201 rue Sainte-Anne. Kiosque d'information et essais routiers. Toujours présentation de Roulon électrique. Jeudi le 9 juin 2022 de 19h à 20h. Ce sera un kiosque virtuel avec un panel d'électromobilistes, une initiative de l'AVEC présentée par Ressources naturelles Canada. Toute l'information sur le site web de l'AVEC. Et le samedi 11 juin de 10h à 17h, c'est le Salon de la mobilité durable de Mirabel, kiosque d'information, essais routiers et conférences sur l'introduction des véhicules électriques à 11h et à 13h. Une présentation de Roulon électrique. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, c'est-à-dire Guillaume Bernard, Laurent Gigon et Cédric Ingrand. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand ainsi que Nicolas Lambert.
Communication Marie-Hélène Hamelin. Thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, la boutique Réserve Bière et Saveurs, Boco Eco, Cubex Équipement et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives@silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!